Si vous habitiez sur une île paradisiaque grecque comme celle-ci, est-ce que vous déciderez plutôt d'installer votre village au bord de la mer, avec l'accès aux ressources de l'océan, ainsi qu'à la facilité du commerce via les bateaux, ou bien près d'une magnifique cascade d'eau claire comme celle-ci? Ou encore choisiriez-vous la chaleur épaisse des montagnes rocailleuses du centre de l'île? Je crois que la réponse tombe sous le sens, et d'ailleurs on le voit pour la plupart des villes du monde. Les littoraux et les fleuves ont tendance à favoriser le développement humain. Au-delà des avantages économiques évidents en termes de ressources et de transport, les rivières et les mers offrent un cadre de vie agréable, que ce soit pour l'hygiène, la régulation de la température ou les loisirs. Pourtant, à Samothraki, le sanctuaire des grands dieux du monde souterrain et des mystères, la capitale historique de la ville, Chora, se trouve bien au cœur des montagnes et pas au bord de l'eau. Ou plutôt, plus au bord de l'eau, car au début du 2e millénaire de notre ère, les habitants de l'île ont pris la décision d'abandonner leur capitale du littoral pour la reconstruire dans l'inhospitalière intérieure des terres pour une raison bien simple. Ils n'en pouvaient plus de vivre dans la terreur des attaques de pirates. À travers cette histoire en apparence banale, on va aujourd'hui s'intéresser à l'économie de la piraterie, dont on pourrait croire qu'elle constitue une activité confinée aux marges des systèmes de pouvoir, comme à Samothraki, mais dont on va pourtant voir qu'elle n'est pas une sinistre dérive, mais bien l'un des visages les plus représentatifs du capitalisme. Avec au centre cette figure du pirate, qui incarne paradoxalement tout à la fois l'ennemi absolu de l'humanité et l'idéal de la liberté totale. Un symbole qu'on pourrait voir de manière plus moderne dans celui des entrepreneurs disruptifs et des start-upers aux dents longues qui forment aujourd'hui le cœur du système et son produit le plus pur chimiquement. Je suis Alcide et vous regardez Sortie d'usine, initions-nous en secret au culte à mystère de l'île de Samothraki et découvrons ensemble pourquoi Elon Musk c'est très littéralement Barbe Noire. On a dit dans l'intro qu'un surnom de Samothraki était le sanctuaire des grands dieux du monde souterrain, et même si le nom il pète, ça demande un peu d'explication. Samothraki, Samothrace en bon français, est une grosse île d'environ 200 km² flottant en mer Égée, à proximité des côtes de l'actuelle Turquie. Comme beaucoup d'îles grecques, elle fait partie intégrante de la mythologie hellénique. C'est là que serait né le fondateur de la ville de Troie, et ce fut le poste d'observation de Poséidon lors de la fameuse guerre éponyme. D'un point de vue moins mythologique, c'est également sur l'île que se seraient rencontrés les parents d'Alexandre le Grand lors de leur initiation au mystère. Car oui, si l'île est connue, c'est justement pour son caractère religieux et mystique, qui lui valut d'être pendant de longs siècles une destination de pèlerinage autour des cultes à mystère. Quand on parle des cultes à mystère, il n'est pas question ici des dieux traditionnels de l'Olympe, comme Zeus, Poséidon ou Athéna. Les mystères, ce sont justement d'autres dieux, qu'on a encore du mal aujourd'hui à tous identifier, mais qui sont pour la plupart des divinités inspirées de religions à l'époque lointaines, exotiques et variées, qui se diffusent dans le monde gréco-romain depuis des temps assez anciens. Ainsi, on vénère le dieu égyptien Isis, le dieu guerrier Mitra venu d'Iran, le Baal araméen, ou encore Dionysos, divinité qui n'est pas olympienne mais serait née au Pakistan d'une mère mortelle, et que certains rapprochent du dieu hindou Shiva. Mais Dionysos, rendu si populaire par les célébrations orgiaques en son honneur, a eu tellement de succès que ses origines furent oubliées et qu'il fut considéré rapidement comme un véritable dieu autochtone, un de souche. Un peu comme les racistes quand l'équipe de France joue bien, mais c'est pas souvent et je m'égare. Bref, ce qui caractérise le culte à mystère, c'est donc le caractère exotique et discret de ces divinités, ainsi que le salut que serait censé conférer l'initiation à leur rite secret pour les humains qui parviennent à connaître les mystères, à savoir une place dans un au-delà un peu plus intéressant que celui de l'enfer et des Champs-Élysées traditionnellement promis par la religion olympienne. À Samothraki, donc, on trouve ce sanctuaire des grands dieux du monde souterrain. Et ce n'est pas juste un sanctuaire au nom un peu stylé. Son rayonnement traverse tout le monde grec, ce qui est assez rare, et on le considère comme un des temples pan-helléniques les plus importants de son époque, c'est comme ça qu'on appelle ces lieux de culte aussi majeurs, et l'un des deux seuls dédiés à un culte à mystère. C'est ici que sont vénérées les divinités chtoniennes. Donc les dieux qu'on vénérait ici dans ce temple, on les appelait les dieux chthoniens, en référence au mot de grec ancien chtonos, qui veut dire la terre, le sol, et puisqu'ici c'est les dieux souterrains, comme on a traduit en français. Et c'est un mot qu'on retrouve par exemple dans l'histoire de Eryxonios, c'est le roi fondateur de la ville d'Athènes. On avait déjà raconté cette histoire dans une très vieille vidéo, je pense qu'il date de 2021. Et l'histoire, pourquoi est-ce qu'il y a Xonios dans son nom? L'histoire c'est Héphaïstos qui a voulu violer la déesse Athéna. Et Athéna, bon, elle était un peu défendue, donc Héphaïstos, il a éjaculé sur sa cuisse, elle a nettoyé ça, elle a foutu ça par terre, et le sperme est tombé sur le sol, donc Gaïa, et l'a fécondé, ce qui a donné naissance à Eryxonios qui a ensuite fondé la ville d'Athènes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les habitants d'Athènes continuent à dire oui mais nous on est protégés par la déesse Athéna via le sperme qui est tombé par terre parce que c'est quand même passé sur sa cuisse. Après pour des trucs un peu plus intelligents on le retrouve aussi dans des mots modernes français comme autochtone ou alloctone, donc ceux qui viennent de la terre ou qui viennent justement de l'extérieur. On a encore du mal à identifier ces dieux aujourd'hui, car le culte à mystère interdisait de prononcer leur nom dans le monde d'en haut.
Oui, hein, ça s'appelle mystère, faut que ça reste mystérieux, et l'on se contente donc aujourd'hui de les appeler les dieux Kabir. Bon, j'ai beaucoup insisté sur le caractère secret des cultes à mystère, hein, puisque c'est une composante fondamentale de leur mystique et de leur pratique, mais dans les faits, les mystères étaient extrêmement populaires. Le sanctuaire aurait été bâti au 6e siècle avant Jésus-Christ, mais au cours des siècles suivants, Samothraki a clairement cartonné en termes de tourisme religieux, avec l'attrait grandissant qu'exerçaient les cultes à mystère sur les Grecs. D'après le philosophe français Ernest Renan, leur importance était devenue telle dans le monde gréco-romain que si le christianisme n'était pas parvenu à s'imposer dans l'Empire, le monde entier aurait fini par vénérer Mithra, puisqu'on avait des postes de culte jusqu'au mur d'Adrien en Grande-Bretagne. Bon, c'est sûrement exagéré, mais ça témoigne tout de même de l'importance que pouvait recouvrir l'île de Samothraki pour les adeptes des mystères. Samothraki était donc une île riche, influente et politiquement importante dans l'Empire romain pré-chrétien. Y défilaient Platon, Aristote, Hérodote, il y aurait même eu Saint Paul à un moment. Sauf que justement, avec Saint Paul qui répand le monothéisme dans les provinces de l'Empire, et à mesure que le petit Jésus s'impose à Rome, l'importance de Samothrace diminue progressivement, jusqu'à ce que l'île redevienne un bout de terre oublié parmi les archipels de la mer Égée. Le dernier clou est planté sur la croix, avec l'interdiction des rituels païens au 6e siècle après Jésus-Christ. Samothrace devient même un lieu d'exil sous l'Empire byzantin, et c'est plus trop la fête. Le commerce autrefois florissant est au point mort, et les habitants vivent désormais de pêche, d'export de bois et de pâturage. Autrefois fièrement défendu, joyau religieux et militaire, Samothraki et ses habitants sont désormais abandonnés à eux-mêmes, et doivent composer avec les raids incessants de pirates venus piller leurs villages et leurs ressources. Les premières mentions dont nous disposons sur le déplacement de la capitale de Chora dans les montagnes datent de 1260, mais on ne sait pas exactement quand ce déménagement a eu lieu, puisque clairement plus personne n'en avait rien à foutre de Samothraki. Et pour réaliser à quel point les raids pirates devaient être une catastrophe pour les habitants, il suffit de voir dans quel coin ils ont décidé de s'installer. J'ai l'impression d'être dans une cuvette. Bah c'est exactement ça. C'est exactement une cuvette, c'est pour ça qu'ils ont choisi cet endroit. Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est que les Grecs aiment beaucoup le soleil et que quand tu es dans une cuvette, ça te permet d'échelonner les maisons. Là en fait on le voit très bien ici parce que les façades, si c'était sur le sol, toutes ces fenêtres elles donneraient sur les murs des autres maisons. Alors que là elles sont toutes capables de prendre du soleil dans cette cuvette. Et la seconde raison, c'est que de l'extérieur, ce village est complètement invisible, il est quasiment dissimulé. Je crois qu'il y a un seul angle très précis d'où on peut apercevoir depuis l'océan. Ce qui fait que les pirates qui passaient, ils avaient l'impression qu'il n'y avait personne sur ce caillou. Et donc rien à piller. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'exagération ici. Les pirates en mer Égée à cette époque, c'était un véritable fléau pour des îles comme Samothraki, ou pour les petites villes côtières du continent. En fait, plus largement, la piraterie dans la mer Méditerranée, bien qu'ancienne, va se développer de manière exponentielle au Moyen-Âge. Et pour comprendre cette explosion, il va falloir s'intéresser à l'économie de la piraterie. Quand on parle pirate aujourd'hui, on pense immédiatement à Jack Sparrow, à Pirates des Caraïbes, à cette fameuse période qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, qui court sur un peu moins de 100 ans, entre la deuxième moitié du XVIIe siècle jusqu'à la mort du légendaire Barbe Noire en 1718. Cet âge d'or, durant lequel les pirates dominent la mer des Caraïbes, l'océan Atlantique, l'océan Indien, est bien une période de forte activité de piraterie, mais c'est clairement pas là que ça a été inventé. Le concept du pirate est vieux comme le monde, et c'est d'ailleurs un mot qui vient du grec ancien pirates, de la racine verbiale pyros, que les étymologistes traduisent selon le contexte par traverser, transpercer ou encore tenter sa chance. Cette racine a d'ailleurs donné plein d'autres mots dans le genre en français, péril, périr ou encore expérience, qui ont tous cette notion de prise de risque et qu'on retrouve dans plein d'autres langues indo-européennes. En grec moderne, on la retrouve par exemple dans emporos, le voyageur, le marchand. On y reviendra. Le pirate, c'est donc un bonhomme qui se balade sur les flots et qui va sporadiquement attaquer des territoires de terre ferme, puis retourner sur son bateau à la recherche de nouvelles richesses à s'arroger. Évidemment, le pirate s'en prend aussi à d'autres bateaux de marchandises en criant « à l'abordage !» Mais de manière générale, il s'en prend à des gens qui ne sont pas des pirates pour leur dérober leurs biens, en utilisant la violence comme principal moyen de persuasion. Dès l'Antiquité, la Méditerranée est un territoire particulièrement propice à l'émergence de la piraterie. Et de nombreux écrits attestent de la crainte que génère la prévalence des pirates sur son pourtour, sans pour autant que cela soit considéré comme une activité illégitime. L'historien Thucydide explique par exemple que c'était souvent les marchands eux-mêmes, les Phéniciens, les Phocéens, qui, quand l'occasion s'en faisait sentir, se livraient au pillage, et que les Grecs comme les barbares le pratiquaient. On cite également des états entiers spécialisés dans cette activité, comme la civilisation mycénienne des Crétois qui organisent des raids un peu partout, un peu à la manière des Vikings de l'autre côté de l'Europe des siècles plus tard, ou encore le prince pirate Polycrate qui régnera carrément pendant 15 ans sur l'île de Samos au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ni les Crétois ni Polycrate ne sont critiqués pour ces pratiques. Le caractère immoral de la piraterie ne s'imposera que bien plus tard. Cette prévalence de la piraterie, l'historien du XXe Henri Ormerod, spécialiste de l'Antiquité, l'explique de deux manières dans son ouvrage majeur, La piraterie dans l'Ancien Monde, un essai sur l'histoire méditerranéenne.
La première explication, c'est d'abord la géographie. Dans l'Antiquité, la structure des pays favorise la mer à la fois comme principal moyen de communication et de commerce. La présence de nombreuses montagnes en arrière des littoraux nuit à l'attractivité des voyages terrestres, et il existe relativement peu de rivières navigables. A l'inverse, la mer Méditerranée présente de nombreux bras de mer, en particulier en Grèce et en Asie mineure, ce à quoi il faut ajouter l'importance majeure des îles. Mais si le transport maritime est largement préféré aux autres, il présente tout de même des limitations techniques. Les bateaux de l'époque et la structure des vents dans la région obligent les marins à longer les côtes, ou, lorsqu'ils souhaitent naviguer en eau profonde, à emprunter des routes bien définies et connues, où la présence d'îles permettent aux capitaines de se repérer et d'avancer malgré des instruments de navigation rudimentaires. Tout ce contexte assez routinier du transport maritime permettait donc à des pirates de s'installer tranquillement dans des criques, dissimulées des longues vues, dans lesquelles ils pouvaient mouiller leur bateau en attendant qu'un autre vaisseau, rempli de butin, passe inévitablement par ces routes obligées. Les pirates pouvaient donc mener une activité facilitée par cette géographie. Toute île, tout rocher, tout bras de mer créait d'importantes opportunités d'embuscade à qui savait bien s'y positionner. La prévalence de ces formes littorales rendait viable, rentable si vous voulez, l'existence de la piraterie en garantissant son efficacité. C'était là qu'on trouvait les pirates, pas en haute mer, vous imaginez bien qu'il est beaucoup plus difficile de prendre en chasse un gros vaisseau sans se faire repérer. Ormerod souligne ensuite que, en cas d'absence de trafic, il suffisait aux pirates de choisir une île peu gardée parmi les centaines des archipels pour y mener des pillages et ainsi mettre du beurre dans les épinards. Ce que je kiffe dans le bouquin de Ormerod, qui date donc de 1916, c'est que dans la version anglaise, il cite des passages en entier en français sans les traduire. Ça montre bien qu'à l'époque, ça tombait sous le sens d'étudier le français, la langue des Lumières, quand on était un minimum cultivé. Et je suis fort triste que ce soit plus le cas. Il cite donc en français dans le texte le navigateur Jean de Thévenot, qui, en plus d'en avoir visiblement rien à foutre de l'appropriation culturelle, nous offre cette délicieuse description des pirates du canal de Kythira dans le Péloponnèse. Cruel, sans foi, sans humanité, en un mot, grec. Je vous avais dit, la langue des Lumières. Ils n'ont à la vérité que de méchantes petites barques qui n'osent attaquer que de très petits bâtiments. Mais ils attendent que les tempêtes les jettent sur les côtes, et alors, sautant de rocher en rocher comme des chèvres sauvages, ils viennent piller les débris des bâtiments. J'ai choisi cette citation dans le livre, qui en contient vraiment beaucoup, pour montrer deux choses. D'abord, on voit la prévalence, l'intérêt de la géographie. Le canal, c'est un passage obligé pour les bateaux, et en plus c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de rochers qui affleurent. Mais surtout que dans ce cas, on a affaire à des pirates particuliers. Ils n'ont que de petits bateaux, ils s'attaquent qu'à plus petits qu'eux, et ils préfèrent largement aller simplement récupérer les débris des éventuels naufrages. C'est pas vraiment des professionnels de la piraterie. Et c'est justement comme ça qu'on enchaîne sur l'aspect économique qui joue un rôle majeur dans l'existence de la piraterie. C'est d'abord une activité opportuniste. Opportuniste d'abord parce que, comme on l'a dit, c'est à l'époque pas une pratique réprouvée, c'est encore moralement plutôt accepté. Et surtout opportuniste parce qu'on le pratique quand on en a besoin. Dans le golfe de Thessalonique, l'industrie de la piraterie est extrêmement dynamique. D'abord par la présence de nombreux vaisseaux et d'îles, mais surtout parce qu'il est très facile de recruter de nouveaux moussaillons. Les textes rapportent que les Albanais constituaient le plus gros des troupes. Mais il faut prendre en compte qu'à l'époque, on appelait Albanais à peu près n'importe quel homme qui n'avait pas le sou et vivait de rapine. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Ça montre bien que les motivations à embarquer piraterie sont motivées par l'absence d'autres opportunités économiques. Et comme le souligne Ormerod, les régions dont le plus grand nombre de pirates étaient originaires, et qui constituent une grosse part du pourtour méditerranéen, présentent des sols peu favorables à l'agriculture, des terres rocailleuses, incapables de nourrir de larges populations, et où on observait également une prévalence du brigandage. Se nourrir via la piraterie, c'est d'abord parce qu'il y a assez peu d'autres alternatives. C'est d'ailleurs considéré par Aristote comme un moyen de production comme un autre. Certains hommes se nourrissent par la chasse, qui existe sous de nombreuses formes. Certains, par exemple, sont brigands ou pirates. D'autres parcourent les lacs, les marches, les rivières, la mer pour y chasser le poisson. D'autres chassent les oiseaux ou les bêtes sauvages. Aristote antispéciste, on aura tout vu. Mais voilà, la piraterie est une activité économique comme une autre, encouragée par la faiblesse de production des territoires littoraux, ce qui génère une grande masse de candidats à la chasse au One Piece. Et tout cela est considéré comme parfaitement normal à l'époque archaïque. Enfin, normal, ça se discute, parce que les gouvernements ont quand même tendance à lutter contre la piraterie, principalement pour défendre leurs intérêts militaires et commerciaux en sécurisant les routes maritimes. Alexandre le Grand, par exemple, dont je le rappelle, les parents se sont rencontrés à Samothraki, lance de grands plans à cet effet, mais dont les efforts tomberont à l'eau, si j'ose dire, après sa mort. 200 ans plus tard, ce sera l'Empire romain qui parviendra, en instaurant une véritable police des mers, à réduire la piraterie à peau de chagrin. Mais après des siècles de calme, la déliquescence du SPQR, qui va propulser l'Europe dans le Moyen-Âge, abandonne dans les marges de l'Empire de nombreux territoires littoraux et insulaires à leur sort. Les opportunités économiques renaissent donc, et c'est le retour, façon fanfare exponentielle, de la piraterie. Vous comprenez qu'il y a une forme d'équilibre entre la capacité qu'ont les États légitimes à contrôler leur territoire et l'appétit de nos pirates voraces. On sent donc que nos capitaines à jambes de bois, ils ont une activité
qui est arbitré par des choix entre les gains et les risques, qu'ils ont en somme un comportement qu'on pourrait rapprocher d'un acteur économique. Mais vous allez voir que cette intuition qu'on a ensemble, elle est très loin d'avoir été évidente pour les économistes, surtout quand ça marchait pas trop dans leur théorie. La célébrissime théorie de la main invisible, proposée par le philosophe écossais Adam Smith, père du libéralisme économique, suppose que chaque individu, chaque acteur économique, en agissant rationnellement dans son propre intérêt pour générer des richesses, va améliorer l'économie globale via sa production. Sans jamais viser l'intérêt général, il va tout de même le provoquer en ne pensant qu'à sa gueule. Ce serait donc cette image de main invisible, l'intérêt individuel, qui ferait fonctionner le marché. Sans régulation, les acteurs économiques optimiseraient la valeur créée par la société, à l'inverse d'une main moins invisible, d'un État qui lui interviendrait toujours suboptimalement quand il veut organiser la production et le commerce. Une des figures qui va être largement exploitée pour illustrer le propos de Smith, c'est pas tout à fait un pirate, mais c'est un personnage de fiction qui vit dans l'univers de la piraterie, Robinson Crusoe. Ce roman d'aventure, publié en 1719, raconte l'histoire d'un Anglais, Robinson Crusoe, propriétaire d'une plantation coloniale au Brésil, qui, après le naufrage de son navire, se retrouve échoué sur une île déserte au large du Venezuela, non loin des Caraïbes, où il vivra pendant 28 ans avec pour seul compagnon un autochtone nommé Vendredi. Cependant, si le roman est bien parsemé d'histoires de pirates, Robinson n'en est pas un. C'est avant tout un colon et un capitaine de bateau marchand d'esclaves, visiblement pas très talentueux en navigation puisqu'il s'est échoué en tuant l'intégralité de son équipage sauf lui, Il Capitano Spe Costa Croisière. S'il nous intéresse, c'est parce que sur son île, Robinson va déployer de nombreux efforts pour générer des ressources, élever des chèvres, faire de l'agriculture, bâtir toute une colonie à la seule force de ses mains, clairement en mode serveur Minecraft survie, ce qui lui vaut d'être aujourd'hui qualifié de véritable prototype de l'Homo economicus. Ce qualificatif ne vient pas de Smith lui-même, mais de ses descendants idéologiques qui fondèrent l'école néoclassique, c'est-à-dire un courant d'économistes défendant ses idées. Et ils sont un paquet à reprendre Crusoe. Bastiat, Jennings, Gossens, Jevons, Menger, Viskel, Wicksteed, Edgeworth, retenez son nom à celui-là, Clark, Marshall, et bien d'autres encore d'après la liste de la publication que je cite, parce que je vous rassure, je les connais pas moi tous ces messieurs. Pour citer Milton Friedman, un économiste américain majeur, prix Nobel d'éco évidemment, leader de l'école de Chicago, défenseur du libre marché contre l'éternel, bref, tout simplement le théoricien du capitalisme le plus influent de ces 50 dernières années, ouvrez les guillemets, « Une économie basée sur la libre entreprise et le secteur privé se comporte comme un ensemble d'innombrables Robinson Crusoe. » Et si vous pensez que je sélectionne de rares citations pour appuyer une image pas si courante, croyez-moi, c'est pas le cas. Robinson Crusoe est partout en économie. On utilise même encore aujourd'hui ce qu'on appelle la Robinson Crusoe Economy pour illustrer des théories sur les comportements économiques individuels. La Crusoe Economy se base sur les hypothèses suivantes. On se trouve sur une île, coupée du reste du monde, donc sans échange. Robinson est à peu près le seul acteur économique, et l'intégralité des produits qu'il est possible de fabriquer doivent l'être avec les ressources de l'île. On considère à la fois Crusoe comme l'unique producteur et l'unique consommateur. Et on montre ainsi que, comme dans le livre, il va chercher à maximiser les profits en tant que producteur et à maximiser l'utilité de ses produits en tant que consommateur. Il ne va pas travailler plus qu'il n'en a besoin et ne créera que ce qui lui est utile, afin de réserver le temps restant pour le loisir, atteignant une forme d'optimalité économique. En simplifiant énormément, si Crusoe doit choisir entre attraper des crabes dans l'eau ou se dorer la pilule sur la plage, il ne s'amusera pas à chasser tous les crabis disponibles. Il prendra suffisamment pour ne plus avoir faim, puis profitera du temps restant pour buller. Le marché de Crusoe se régule tout seul, c'est la main invisible de ce que son intérêt individuel dicte, qui déterminera automatiquement la meilleure production possible. Cet optimum, on le décrit avec logique, mais on peut aussi le montrer mathématiquement à l'aide de ces petites boîtes qu'on appelle les Edgeworth Box. Sans rentrer dans les détails, elles illustrent l'appétence qu'ont des acteurs économiques pour échanger des denrées. Si t'as faim, le premier crabe il t'est vachement utile, le 4ème ça commence à porter sur l'estomac, le 50ème t'en veux plus. Dans notre petite boîte, on va ainsi tracer des courbes d'utilité et d'indifférence de plusieurs biens entre plusieurs acteurs, et ainsi trouver mathématiquement l'optimum d'un marché, les valeurs auxquelles ils seront prêts à échanger les biens. Bon, c'est une vision très simplifiée, voire simpliste, puisqu'on ne parle pas que de crabes dans la réalité, mais bien d'exploiter des terres, de faire des réserves, de produire des meubles, des outils et des biens de confort, bref, tout ce que fait Crusoe dans le roman. En fait, on peut en réalité largement complexifier ces systèmes Crusoe, pour montrer tout un tas de trucs, et c'est assez rigolo, mais à moins que vous soyez coincé sur une île déserte, vous n'avez probablement pas mon temps, donc on va essayer d'enchaîner rapidement sur notre histoire de pirate. Mais juste avant, je voudrais quand même, pour le plaisir, citer Marx, qui par bouquin interposé, envoyé dans Das Kapital, des petites balles aux libéraux. Le point de départ de la pensée de Smith et Ricardo repose sur des fantasmes sans imagination de romances du 18e à la Robinson Crusoe.
Puis notre barbu préféré de démontrer, en transportant les activités de Robinson sur son île aux campagnes européennes du Moyen-Âge, que dans un contexte social et non pas strictement individuel, toutes ces belles promesses d'optimalité économique se transforment en asservissement des travailleurs. Si ça vous intéresse, je vous mets les pages exactes en description, c'est pas si long à lire. Mais bref, revenons à nos pirates. Sont-ils des Robinson Crusoe comme les autres ? En fait, on pourrait de base supposer que le pirate est un acteur économique lambda, qui est guidé par son intérêt propre rationnel. Il n'y a pas de raison de penser l'inverse. Mais le souci, c'est que de manière assez évidente, une personne comme le pirate, qui attaque et pille son prochain pour son propre intérêt, ne semble pas trop jouer pour le bien général, ni promulguer une bonne économie. Certes, les activités criminelles enrichissent ceux qui y prennent part, mais tout ça ne fonctionne pas vraiment dans le modèle des libéraux. Pour Smith, les activités criminelles ne sont pas des activités économiques dans le sens où elles ne sont pas motivées par des choix rationnels. D'après lui, les pirates, les brigands et autres voleurs agissent d'abord par appât du gain et avidité plutôt que par de réels calculs de coûts et de gains. Par ailleurs, il assure que les criminels ont un biais qui les pousse à surestimer leurs chances de succès et au contraire à sous-estimer les risques liés avec un potentiel échec. Ce qui en ferait des acteurs non rationnels et par prolongement des marginaux des systèmes économiques. De manière assez amusante et je dois le dire au moins cohérente, Smith estime également que la justice et la volonté de punition des crimes par la société n'est pas non plus motivée par une réelle efficacité de la dissuasion, mais plutôt par le désir de vengeance, ce qui en fait également un élément non rationnel. Même si le type en conclut pas du tout qu'il faut exclure l'ensemble de la société de ses théories économiques. Bon, ça c'est l'avis de Smith, mais globalement, tous les économistes néoclassiques et libéraux qui lui ont succédé ont laissé ça de côté pour promouvoir leur idée phare. L'État ne doit intervenir dans aucun domaine et laisser l'économie se réguler seule, mais il doit tout de même subsister des formes de pouvoir pour faire respecter la loi et empêcher le crime, le désordre de prévaloir dans la société en s'attribuant le monopole de la violence légitime. La ménagère veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. En fait, on le voit assez facilement, sans rentrer dans des considérations philosophiques, que tous les modèles des libéraux reposent sur le principe que les acteurs se mettent d'accord pour produire et échanger des marchandises à un prix idéal. Un prix qui permet à un équilibre de se former entre la recherche du profit du producteur, du vendeur, et la recherche de l'utilité de l'acheteur. Le niveau de production est équilibré en fonction des coûts de fabrication et des prix que les consommateurs sont prêts à payer pour le service que leur rend la marchandise. Tout semble bien fonctionner. Mais si on introduit des acteurs qui utilisent la violence pour s'approprier des biens, on peut plus vraiment parler d'économie libérale, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus d'équilibre de prix. Et puis surtout, le voleur, il ne fait que déplacer de la richesse, il n'en produit pas, un peu comme un mec sorti d'école de commerce. Au contraire, la présence de potentiels voleurs va pousser les honnêtes citoyens à engager des ressources dans la protection de leurs biens, la sécurité, l'armement défensif, bref, des dépenses qui n'ont pas d'utilité et vont diminuer la richesse globale. C'est donc ce qu'on appelle une diséconomie externe. Les pirates détruisent de la valeur depuis l'extérieur d'un système dont ils ne font pas complètement partie. Et là, vous voyez que la contradiction avec l'image du pirate de l'Antiquité, elle s'accroît. Pour les Grecs anciens, les pirates, les voleurs, pratiquaient une activité de production comme les autres, avec Aristote qui les comparait aux pêcheurs et aux chasseurs. Alors, qui a raison ? Est-ce que le pirate est un vilain méchant, un empêcheur de tourner en rond, une diséconomie externe ? Ou est-il un acteur économique rationnel, certes confiné aux marges des systèmes économiques, mais au fond pas si différent de notre entrepreneur classique ? Et puis surtout, au fond, est-ce que ce serait pas notre entrepreneur classique qui serait pas si différent de nos pirates sanguinaires ? L'économiste et professeur d'économie Peter Leeson développe dans son ouvrage majeur The Invisible Hook, The Hidden Economics of Pirates, l'idée selon laquelle les pirates seraient bien des acteurs économiques rationnels comme les autres, et il s'applique, pour justifier cette idée, à montrer que la fameuse main invisible d'Adam Smith peut se décliner pour nos brigands de haute mer en un crochet invisible. Alors, Leeson ne va pas jusqu'à affirmer que l'intérêt individuel des pirates les pousse à défendre l'intérêt général. Non, il reconnaît effectivement que le crochet, à l'inverse de la main, pousse plutôt au parasitisme, à la destruction de valeur, et nuit globalement à la société. Pourtant, les brigands sont des acteurs économiques comme les autres, qui prennent des décisions rationnelles pour optimiser leurs profits personnels. Le chercheur montre ainsi plusieurs exemples de stratégies économiques déployées par les pirates, comme par exemple celle d'afficher le fameux drapeau noir à tête de mort, qui, en impressionnant leurs victimes, en leur faisant passer le message que toute résistance est inutile, permet de limiter les besoins de violence et les risques associés. C'est finalement une proto-stratégie de marque, utiliser un symbole pour transporter des valeurs et une réputation, et ainsi réaliser des économies sur l'activité pratiquée en influençant les autres acteurs. Leur brutalité et la torture qu'ils pratiquaient sur leurs prisonniers faisaient également partie de ce schéma. D'après Leeson, ce n'était pas de la violence gratuite, mais une manière d'asseoir leur réputation pour éviter des coups futurs liés aux attaques.
Mais surtout, les pirates sont obligés de s'associer entre eux pour mener leurs actions de pillage, et ils le font selon des modèles relativement égalitaires qui sont clairement novateurs pour l'époque. La démocratie élective existe sur les navires depuis le début des années 1700, avec de manière encore plus surprenante, des principes de séparation des pouvoirs pour apporter stabilité à la gouvernance et limiter les risques de tyrannie. Autre élément intéressant, des systèmes de récompense internes aux équipages permettaient de récompenser les pirates aux meilleurs résultats et ainsi stimuler la performance de leur société marginale. Par ailleurs, malgré les systèmes racistes de l'époque, dont tous les hommes étaient naturellement baignés, on trouvait sur les vaisseaux de brigands une tolérance raciale introuvable sur la terre ferme, qui n'était encore une fois pas motivée par de quelconques idéaux de liberté qu'on aurait envie anachroniquement de leur attribuer, mais bien par la performance économique que cela ouvrait en élargissant les réserves de recrutement pour les attelages. Instances électives, management par la performance individuelle, stratégie de branding, tolérance culturelle motivée pour des raisons économiques, est-ce que ça vous rappelle pas des problématiques bien plus modernes ? Leeson le dit lui-même, un navire pirate ressemble plus à une entreprise de Fortune 500 qu'à une société d'enfants sauvages. Les jambes de bois et les perroquets mis de côté, au final, la piraterie est un business criminel, mais rien d'autre qu'un business, et qui doit être analysé comme tel. Alors, qu'est-ce qu'Adam Smith et les autres économistes libéraux et néoclassiques vont bien pouvoir répondre à ça ? Parce que ce qui est marrant, c'est que Leeson, c'est loin d'être un gauchiste. Le mec embrasse toutes les théories libérales d'Adam Smith. Il s'intéresse juste à la piraterie parce qu'il a trop autisté sur Jack Sparrow quand il était petit, et c'est lui-même qui le dit. Il ne renie en rien les théories libérales, et va même citer énormément Adam Smith de manière que je trouve personnellement un peu contradictoire. Je cite Leeson qui cite « Une société ne peut subsister parmi ceux qui sont prêts à causer du tort à leur prochain. Si une société existait parmi les voleurs et les meurtriers, ils devraient au moins ne pas se voler et se tuer les uns les autres. » En fait, Leeson aime tellement Smith qu'il le cite à tout bout de champ, alors qu'à chaque fois, c'est vraiment un gros CSC. Je cite Leeson qui cite encore « Une société ne peut subsister à moins que les lois et sa justice ne soient appliquées. L'interaction sociale ne peut exister entre des hommes pouvant faire recours à la violence. » Bon, en fait, lui, il s'en sert pour dire que les pirates, au moins, ils s'en prennent pas trop les uns aux autres, mais c'est pas vraiment vrai historiquement, enfin bon, bref. Moi, je trouve qu'à minima, ces citations, elles montrent que le raisonnement de Leeson, qui applique la main invisible aux pirates, il est intéressant, mais il est insuffisant. Oui, les pirates sont des acteurs économiques rationnels, mais il ne va pas au bout de la réflexion. Parce qu'encore une fois, la distinction entre les pirates et les autres, ici, elle se résume à une seule chose, c'est qu'il y a la loi. Ce qu'une société, à un instant donné, considère comme autorisé ou non. Une explication qu'on pourrait tenter pour expliquer ces dérèglements, ce paradoxe de la main invisible, où certains acteurs, visiblement en cherchant leur propre intérêt, malgré eux, vont contribuer à l'intérêt général, et où d'autres qui font exactement la même chose vont plutôt détruire de la valeur, et nuire globalement à la société, c'est justement sur l'application de la loi. Et ouais, les pirates ils apparaissent dans les marges de la société, là où les états légitimes sont pas tout à fait en mesure d'appliquer toutes leurs lois et leur justice, grosso modo de bannir partout la violence dont ils sont censés être les seuls détenteurs légitimes. Et là, problème réglé, l'État bannit la violence, la main invisible fait son travail, optimise tout pour l'intérêt général, et tout ce qui se passe au bord de notre économie libérale, c'est des effets de bord, des conséquences de l'anarchie qui peut régner souvent dans les marges d'un système. On en a parlé de comment les empires, comme celui d'Alexandre le Grand ou des Romains, pouvaient chercher à exercer plus de pouvoir dans ces marges justement pour préserver leurs intérêts économiques propres. La théorie néoclassique fonctionne dans son ensemble, il y a certes quelques petits soucis, mais c'est loin, ce sont en somme de petits effets secondaires. Aujourd'hui, les pirates qui subsistent, c'est au large de la Somalie, des côtes indiennes et malaisiennes, en somme, dans des zones économiquement en difficulté. Il n'y a pas de Barbe Noire qui attend les cargos à Samothraki ou dans la baie de Manhattan, confinés aux marges. Mais si tout ça, c'était du flan. Et si Barbe Noire n'était pas simplement un rebut du système, mais un de ses visages centraux, son expression la plus pure. C'est en tout cas la proposition d'Isaac Kamola, chercheur en sciences politiques et professeur à l'université de Trinity College de Hartford, dans sa publication « Le capitalisme pirate ou l'accumulation primitive du capital lui-même ». Kamola reprend un peu ce qu'on a dit ensemble. Selon la version officielle, le pirate n'est pas un acteur économique, il vit dans les marges et représente plutôt un échec du système qu'un de ses rouages à part entière. Mais le chercheur suggère dans un premier temps d'utiliser le pirate pour comprendre ce qu'est l'accumulation primitive, un concept proposé par Karl Marx il y a déjà plus d'un siècle. Oui, je sais, Alcide ne pas parler de Karl Marx toutes les 5 minutes challenge. L'accumulation primitive, c'est un marqueur initial du capitalisme, qui correspond à l'époque où des acteurs vont s'approprier des ressources qui étaient précédemment communes, généralement par l'usage de la force. Marx utilise l'exemple du mouvement des enclosures pour l'illustrer. On en a parlé dans une vidéo assez récente avec un petit cours d'histoire sur les débuts du capitalisme, alors n'hésitez pas à aller la regarder pour en savoir plus. Mais pour résumer, des ressources anciennement utilisées par tous commencent à être appropriées par les seigneurs, conduisant à la séparation concrète entre les biens de production et ceux qui les utilisent pour produire, ou encore la privatisation de biens communs comme les terres et les forêts.
Parallèlement à cette démarche d'accumulation primitive des propriétaires, les États se sont quant à eux adjoints le monopole de la violence légitime, et ne s'en sont pas servis pour attaquer des bateaux, mais pour faire respecter leurs lois, pour imposer des décisions de justice, de politique nationale. Dans les faits et historiquement, ces lois ont principalement permis aux détenteurs de ces capitaux primitivement appropriés de consacrer leurs droits de propriété, puis à faire respecter via les polices cette appropriation de ressources. En fait, l'État utilise la violence pour privatiser ou maintenir le statut privé du capital dans un cadre légal, là où le pirate, lui, cherche à s'en approprier, mais dans un cadre illégal. Si vous trouvez déjà que cette distinction elle est pas ultra justifiée, déjà bravo, vous êtes un énorme gauchiste. Et secundo, on en a pas trop parlé, mais à un certain nombre d'époques, les États faisaient eux-mêmes recours à des pirates qu'ils officialisaient par la loi, entre guillemets, qu'on appelait les corsaires, lorsque le besoin s'en faisait sentir. C'est un truc super connu, mais je trouve en tout cas que ça illustre bien l'arbitraire d'utiliser l'argument légal pour distinguer des activités économiques ou non. Il nous reste donc un angle d'analyse qui est celui de la violence, dont la représentation semble un peu plus stable que celle des lois qui évoluent en fonction des besoins des gouvernements du moment. Sauf que là encore, on va trouver beaucoup d'éléments pour montrer que cette accumulation primitive des pirates, elle est finalement pas si facile à distinguer de celle des entrepreneurs classiques. Si on reprend Crusoe sur son île, l'exemple phare des libéraux, il a à peine posé un pied sur le sable qu'il réfléchit déjà à réduire des autochtones en esclavage. 1, 2 ou 3 sauvages que je pourrais m'approprier complètement en tant qu'esclave, peut-on lire dans le bouquin. Et Robinson a ensuite déclaré les terres de l'île comme siennes, puis d'y développer son business. Cette histoire, souligne Kamola, est symbolique du capitalisme du XVIIe au XIXe siècle. Les Européens connaissent un âge d'or économique via la colonisation de nouveaux territoires qu'ils s'approprient, le commerce d'esclaves, littéralement des humains qui s'approprient, ainsi que toutes les structures coloniales qui s'installent, en s'appropriant encore une fois des ressources locales. C'est dans cet univers-là, dans cette accumulation primitive à l'échelle mondiale, qu'a maturé notre système économique moderne, le capitalisme, qui repose donc sur une approche violente et coercitive, parfois soutenue par de la guerre ouverte. Les pirates ne sont pas des figures marginales du capitalisme, c'est le capitalisme tout entier qui repose sur la piraterie. Pourtant, les têtes de proue du capitalisme pirate, les Jeff Bezos, les Elon Musk, Mark Zuckerberg, ils ont a priori cassé la gueule de personne, ils ont pas déclenché de guerre, ils ont pas torturé de prisonniers. Contrairement à l'histoire coloniale ou à nos brigands des mers, ce n'est pas grâce à la violence qu'ils s'approprient le capital, mais parce qu'ils sont trop smart, parce qu'ils ont innové. Vous vous rappelez quand on parlait de l'étymologie du mot pirate, avec en particulier sa racine indo-européenne per, qui a donné par exemple en français péril ou expérience, ou encore en grec emporos, les marchands. La notion fondamentale dans cette racine, c'est la prise de risque, le fait de transgresser, de traverser, d'aller chercher quelque chose en dehors, de tenter d'agir pour son propre profit dans une situation où tout n'est pas stable. Quelque chose qui se produit justement dans les marges. Aujourd'hui, certes, une grosse part des développements économiques qu'on observe dans les plus grosses capitalisations du monde sont liés à des innovations technologiques, comme en particulier l'IA avec laquelle on nous bassine toute la journée en ce moment, qui va soi-disant révolutionner notre vie. Moi, je vous prédis surtout un gros crash boursier d'ici 1 an, et ça va bien révolutionner votre vie. Mais c'est aussi pour beaucoup la capacité des entreprises à aller chercher de nouvelles ressources inexploitées, des ressources dans les fonds marins, dans les forêts primaires, dans une démarche qui est donc dans la continuité, dans la logique de ce qu'on faisait à la grande époque de l'expansion coloniale. Et puis, il y a une dernière forme de croissance des entreprises, qui est celle qu'on peut rapprocher le plus de l'activité des pirates. Agir aux bornes de la législation, dans les marges du système, trouver des failles dans les lois pour échapper aux impôts, comme avec le boom du salariat déguisé, les niches fiscales, utiliser des positions monopolistiques ou oligopolistiques pour imposer des tarifs plus élevés aux consommateurs, ou réduire leurs droits pour approfondir toujours un peu plus les marges. Un Elon Musk n'est pas différent d'un Barbe Noire, c'est un opportuniste absolu, prêt à s'attaquer à tous les morceaux de l'humanité qui ne sont pas bien protégés par la loi, ou qui, comme Samothraki, sont tombés dans l'oubli et le désintérêt des gouvernements. La violence n'est plus toujours physique, mais elle est sociale, économique. Elle n'agit plus dans les marges géographiques, mais dans les marges éthiques et légales. Comme le crochet invisible, la main invisible pousse au parasitisme, à la destruction de valeurs, c'est une nuisance pour la société. Le discours selon lequel la violence du capitalisme, ce serait qu'un effet de bord de la main invisible, n'agissant que dans les marges, une forme d'externalité, il tient pas. Car à travers les époques, des prolétaires au corps pillé de la révolution industrielle aux invasions colonisantes, des ressources naturelles surexploitées aux livreurs Uber Eats sans papier, le capitalisme en bon père de famille, qu'on voit fièrement dressé au cœur de l'édifice, ne tient finalement debout, n'est nourri que par les marges du système, où le capitalisme pirate pratique une violence destructrice pour assurer la croissance de l'ensemble. Le capitalisme et le capitalisme pirate ne font qu'un, la main et le crochet, la marge et le cœur. Les dérives du capitalisme que même les plus libéraux d'entre nous reconnaissent, mais sont bien promptes à écarter comme un effet secondaire, sont les fondements même du système et la raison de son succès, avec les impacts sur les populations qu'on connaît. Quels apprentissages peut-on tirer de ça? C'est bien beau de dire que Elon Musk c'est littéralement Barbe Noire, mais doit-on pour autant désespérer? Ce que j'ai envie d'en conclure en prospectif, c'est que si les marges
sont le cœur du système et que les effets néfastes qu'on y observe sont connus et approuvés par tous, bah c'est bien dans les marges qu'on doit pouvoir agir pour stopper l'expansion du capitalisme. Si on coupe ces branches qui apportent de l'oxygène pour faire palpiter son centre, le cœur du capitalisme ne peut que s'asphyxier et lentement dépérir. Dépérir où on retrouve d'ailleurs encore les racines pères. L'espoir que j'ai envie de transmettre en disant ça, c'est que même si la révolution peut sembler un doux rêve, auquel même les cocos dans les commentaires y croient même plus devant l'ampleur de la tâche, on peut peut-être révolutionner sans révolutionner. Putain, même moi, quand je relis cette phrase, j'ai l'impression que je vais vous sortir un discours à la Glucksmann. Mais non, il faut tout changer. Mais notre ennemi, c'est un colosse aux pieds d'argile, qui repose sur des théories foireuses avec des personnages de fiction comme des Robinson Crusoe, ou des théories d'enfants de 5 ans sur des mains invisibles. Oui, cette vision réformiste, elle a ses limites, mais en attaquant au bon endroit, elle porte en elle les graines du changement. Ce système ne peut exister que par son propre mouvement, la croissance. Et ce mouvement est emporté par ses marges. J'ai l'impression que je parle comme Glucksmann. J'ai une malédiction ? C'est dans ma tête ou... Il est dans ma tête ou... Ce mouvement est emporté par ces marges, qui sont par définition mal protégées. Et si les extrémités sont coupées, la machine ralentira, puis s'effondrera. Et ensuite, peut-être qu'on pourra enfin habiter sur les plages, à Samothraki, sans avoir besoin d'aller se terrer dans la montagne pour fuir la violence économique et les pillages sociaux. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que c'était pas trop fouillis. Si vous avez aimé, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo dans le même genre sur Dune et le techno-féodalisme. C'est le best-seller de la chaîne, donc c'est une valeur sûre, 40 minutes de plaisir garanti. En attendant, moi je vais retourner essayer de percer les mystères de Dionysos et de Philippe Catherine à Samothraki. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce, faire un petit partage et surtout un commentaire. Encore une fois, vos avis, vos impressions, vos contre-arguments, c'est le truc qui me fait le plus plaisir, qui me motive à travailler pour sortir des vidéos. Donc n'hésitez pas, mais encore une fois, merci pour tout le soutien, vous êtes là à chaque fois et ça régale. Je vous embrasse, c'était Alcide pour Sortie d'usine, Yassas Malakes.